I hope that this session will be as fruitful as possible and that all the attendees will be able to grasp some ideas that will help them enhance their well-being in the future. Now, I will leave it to you and we will leave the questions till the end of the session in case anyone has a question. And the floor is yours. If you may please share your screen and Sure. start with your Okay. presentation. Thank you. Thank you so much. I will start by sharing my screen. Alors, du moment où la présentation va se passer en français, alors je vais m'adresser à vous en français. Je vous dis bonjour et à vous tous et toutes. Ben, c'est déjà l'après-midi au Liban. Un plaisir qui se renouvelle cette année, le fait de m'adresser à vous. Mais en même temps, je ne vous cache pas, avec ce plaisir vient un défi. C'est quoi le défi? C'est justement de m'adresser à vous alors que j'arrive vraiment humble, dans le sens que je viens m'inspirer de votre résiliation au quotidien. Je viens respirer de votre courage. Votre quotidien, votre résiliation m'inspire à tous les jours. Alors, au moment où j'ai voulu choisir un sujet qui pourrait être vraiment intéressant, j'ai pensé immédiatement aux émotions, mais particulièrement, j'ai pensé à la colère. Alors, je crois parce que vous en avez assez à tous les jours, une dose plus que suffisante pour être en colère. Alors, je vais commencer par faire une petite introduction, vous définir la colère, c'est quoi la colère, et puis par la suite parler, est-ce qu'il est possible de se réconcilier avec notre colère pour qu'elle devienne un chemin peut-être de guérison, de changement. Je vais partager avec vous quelques outils et puis je vais finir par partager aussi quelques exercices. Vous pouvez les prendre chez vous, vous pouvez les utiliser au quotidien. Et il y a, je crois, un où on peut faire ensemble pendant la présentation. Donc, parler d'émotions, mais pourquoi? Pourquoi parler d'émotions? L'objectif, alors, de cette présentation serait de vous aider. Et moi aussi, c'est un travail à tous les jours. J'apprends à nommer mes émotions. Aujourd'hui, le focus serait surtout sur la colère. Puis, pourquoi nommer nos émotions? Pourquoi être proche de nos émotions? En fait, parce que dans plusieurs cultures, plusieurs mentalités, ça demeure quand même un tabou. On ne parle pas trop d'émotions parce que c'est peut-être un signe de faiblesse, c'est un signe de vulnérabilité. Et puis parfois la vie nous dit, on est dans le mode go, go, go. Tu n'as pas le temps de penser à tes émotions parce qu'il te faut ce courage de continuer à faire face à tous les jours à plusieurs défis. Et parfois, les émotions tombent vraiment dans l'ombre. Mais le défi et le risque, c'est qu'un jour, ces émotions vont nous parler d'une manière ou d'une autre. C'est pour cela l'invitation aujourd'hui de parler d'émotions. C'est une invitation pour faire preuve d'intelligence émotionnelle. C'est quoi l'intelligence émotionnelle? C'est une composante qui est très essentielle à notre équilibre, l'équilibre de notre santé mentale. Et parce qu'elle va nous aider à mieux nous connaître et puis évidemment à travailler sur la qualité de nos relations interpersonnelles, nos relations avec les autres. Si je ne me connais pas, évidemment, ça serait beaucoup plus difficile pour moi de gérer mes émotions et de gérer mes relations interpersonnelles. La colère. Pourquoi la colère? Donc aujourd'hui, je vais vous inviter aussi à remarquer ce qui vous enrage, ce qui vous met vraiment en colère. Nous avons tous et toutes
un déclencheur ou peut-être des déclencheurs. Un stimulus, quelque chose auquel, ou situation, je ne sais pas, peut-être une façon de nous parler, un événement, quelque chose qui nous déclenche vraiment et qui nous rend en colère, qui nous met en colère. Et l'objectif aussi serait de mieux gérer des situations frustrantes. C'est pas pour de nouveau refouler notre colère, mais pour apprendre comment mieux la gérer. Et finalement, pour communiquer efficacement nos sentiments. Alors, quelques questions pour vous aider un tout petit peu à vraiment commencer à vous mettre dans l'ambiance de la présentation. Soyez honnête avec vous-même. Vous n'avez pas à me répondre, c'est un exercice pour vous. Ce sont des questions que je vous adresse pour vous aider à vous connecter avec vos émotions, mais surtout votre colère. Est-ce que votre colère vous attire-t-elle souvent des ennuis? Après avoir réagi à certaines situations, regrettez-vous votre comportement? Et est-ce que votre colère vous cause-t-elle des problèmes avec d'autres personnes? Toutes ces questions, ce n'est pas pour susciter votre culpabilité, pas du tout. Ce n'est pas pour vous juger, ni pour vous faire l'homélie ou vous faire la morale. Bah, retenez-vous, maîtrisez votre colère. C'est juste, de nouveau, pour vous aider à être proche de ce que vous sentez. Ne pas refouler une émotion ou refouler la colère en particulier. La bonne nouvelle, et pourquoi je vous pose ces questions-là, c'est pour vous dire que la bonne nouvelle, c'est que vous êtes des êtres humains. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes des personnes avec des émotions, ce qui fait que c'est normal que vous ayez cette émotion qui est une émotion humaine et naturelle. Alors, OK. Je regarde dans le chat si jamais il y a des interventions entre-temps. Donc, voilà. Alors, et puis, l'idée, c'est que oui, je voudrais être au courant, je voudrais être proche de l'émotion, mais pas dans le but de me culpabiliser. Et ça me rend encore plus humaine comme personne, tout en connaissant que c'est une émotion que partagent tous les humains. Cependant, nous ne la gérons pas de la même manière. Nos réactions sont différentes. Alors, nous avons entendu plusieurs avis par rapport à la colère. Et souvent, les avis que nous avons entendus, ce sont plutôt des pseudo-vérités qui viennent nous dire que la colère est une émotion négative. C'est une émotion vraiment à rejeter. Il ne faut pas qu'on se fâche. La colère, elle est mauvaise conseillère. La colère nous aveugle. Cependant, il est important à savoir qu'il n'y a pas d'émotion positive ou négative. L'émotion est une émotion. On peut la sentir, elle est agréable, elle est moins agréable, c'est sûr. Cependant, ce qui décide de la négativité ou de la positivité de cette émotion, c'est en fait le comportement qu'elle engendre. Alors, si au moment où je suis en colère, je détruis tout autour de moi, j'insulte les gens, je blesse les personnes autour de moi, on peut dire que cette émotion a engendré un comportement qui n'est pas très sain, qui est négatif. Donc, à partir de là, il va falloir qu'on change un tout petit peu de conception par rapport aux émotions. Les émotions peuvent être positives ou négatives, dépendamment de ce qu'elles engendrent à l'intérieur d'eux. Et aujourd'hui, la question que je vais vous poser, après toutes
pseudo-vérités que nous entendons par rapport à la colère, est-ce que nous pouvons exprimer ou expérimenter une colère saine? Et est-ce qu'on peut réellement transmuter notre colère? Évidemment, je suis consciente que la réponse va dépendre du contexte dans lequel cette émotion prend place, aussi du pouvoir que nous avons sur le potentiel de la transformer, surtout quand on est dans un cadre ou un environnement social, politique, culturel donné et où nous sommes vraiment limités dans ce que nous pouvons changer. Alors, voici maintenant quelques définitions de la colère. Ça fait un moment que je parle de la colère, mais il est temps peut-être de la définir. À part dire que c'est une émotion, c'est quoi la colère? Alors, pour donner plus de nuances à la colère est une réponse émotionnelle, bien sûr, à une réalité où on voit comme une injustice. Il y a une réelle injustice, ou bien au moins une réalité qu'on conçoit, qu'on perçoit comme étant une injustice. Donc, quand je me trouve devant une injustice, la colère serait possiblement une réponse émotionnelle, une réaction à cette situation qui marque une injustice. Une théologienne, Lina Bassett, définit la colère comme une injustice, mais quand elle est contre une injustice, pour elle et selon elle, cette injustice, ou plutôt la colère, devient une colère sainte, non seulement saine, mais aussi une colère sainte. Pourquoi? Parce que cette colère vient nous dire, vient nous secouer, elle vient nous dire que il y a quelque chose qui ne va pas. Vos valeurs ne sont pas respectées. Vos valeurs sont transgressées. Alors, cette émotion qui est la colère ne serait pas à refouler dans des situations pareilles parce qu'elle fonctionne comme un signe. Elle vient nous dire qu'il y a quelque chose, il y a une injustice qui inflige une douleur, voire une souffrance intérieure. Alors ne le faites pas taire, ne faites pas taire cette colère parce qu'elle vient vous raconter quelque chose. Et puis, selon la même théologienne Lina Bassett, elle dit que la colère est sainte quand elle ne cherche pas à se venger, mais plutôt à purifier. C'est-à-dire, c'est un indice pour nous tous et toutes, comment comprendre, comment saisir ou faire la différence entre une colère qui est saine et sainte et une colère qui va nous guider possiblement vers un comportement qui n'est pas sain. C'est quand on regarde cette colère, on l'analyse. Si c'est une colère qui est vraiment, ne cherche pas à se venger, mais qui cherche à faire un changement, à faire vraiment, à purifier. Dans ce cas-là, on peut dire, bon, ma colère est justifiée, ma colère pourrait être un chemin de purification et de guérison, de changement. Alors, pour continuer avec les définitions de la colère. La colère aussi est une émotion qui vient nous indiquer qu'il y a un besoin ou un désir qui n'est pas comblé. Donc, il y a une insatisfaction. Et puis, de nouveau, je vous ai parlé de la colère comme un signe, mais je vais la nommer maintenant comme un système d'alarme. Il y a l'alarme qui sonne pour nous dire que il y a une injustice, il y a une insatisfaction, il y a une frustration et parfois il y a une impuissance parce qu'on n'est pas capable de changer une situation, donc ça nous met en colère. Donc, la colère, si on peut la regarder et la considérer ainsi,
elle serait vraiment une force et une énergie très utile pour nous protéger, pour se battre pour nos valeurs, pour nous battre pour changer le monde autour de nous, pour nous battre pour les autres aussi, et pour vraiment conserver et protéger nos valeurs et nos besoins. Donc, elle nous aide à réfléchir en vue de mettre en place un changement souhaité. L'invitation aujourd'hui, c'est de vraiment vous dire pourquoi ne pas prendre notre colère comme un allié au lieu de la prendre comme notre ennemi et d'être vraiment, de se sentir coupable ou sentir la honte parce qu'on est en colère. Peut-être on va sentir la honte si on ne sait pas très bien comment la gérer. Cependant, si on la prend comme un allié, elle va nous aider à effectuer vraiment un changement. Et d'ailleurs, le mot émotion, l'étymologie du mot émotion, le mot émotion principalement montéré veut dire bouger, changer. Et puis le E, c'est aller plus loin, c'est dépasser quelque chose. C'est ainsi que nos émotions en général pourront être un moteur de changement et pourront nous aider vraiment à aller plus loin, aller au-delà d'un juste un déclencheur, de ne pas rester à la surface d'une problématique, mais d'aller chercher la racine et puis trouver des changements. La colère ainsi devient un guide et une boussole et elle va porter le potentiel de nous encourager à faire un changement. Premièrement, le changement va nous toucher, surtout si nous sommes dans l'impuissance de changer quelque chose autour de nous. Donc, une guérison intérieure qui commence par un changement d'attitude par rapport à une situation. Et puis, quand on se réconcilie avec cette colère, quand on la prend comme allié, quand on la prend comme un guide, comme une boussole, alors elle va nous aider vers un chemin, nous guider dans un chemin de libération. La libération n'est pas juste un sentiment de soulagement. La libération s'étend à la guérison. Et puis, quand on parle de guérir, quand on veut pas éviter, c'est qu'on cherche à faire face à notre colère, à une situation. C'est là que nous cherchons une guérison authentique. Guérir et évitement ne, ne peuvent pas faire un bon ménage, ne sont pas un bon couple du tout. Guérir et le déni. Donc, il va falloir faire face, avoir le courage de dire notre colère, de l'exprimer. Et puis, avec ce courage-là, il vient une décision, c'est de vouloir briser un passé douloureux, euh, parfois même un présent douloureux, et refuser de rester confiné dans cette douleur-là. Mais ce qui arrive, c'est quand on retient la colère, quand on la refoule, elle va faire barrage à ce changement. Elle va faire barrage à la guérison. Et pourquoi? Parce que la colère travaille ou fonctionne comme une encre. Vous savez, ce matériel solide-là qu'on utilise pour fixer des bateaux et les empêcher de bouger. Donc, la colère, j'utilise cette métaphore-là aujourd'hui pour vous dire que la colère pourrait jouer le même rôle que cette encre-là qui fixe les bateaux et les empêche de bouger. Donc, quand on refoule une colère, elle va jouer ce rôle-là. Elle va nous garder figés sur place et incapables de faire n'importe
quel changement. D'où l'importance de libérer cette colère-là et de lui parler. Mais si la colère est bel et bien une boussole, et si je voudrais ne pas la laisser ou jouer le rôle de l'encre, il va falloir quand même qu'on apprenne le mode d'emploi de la boussole, parce que si on ne sait pas comment utiliser une boussole, si on a une carte de route et on ne sait pas la lire, si on a un guide et on ne sait pas comment l'utiliser, ça ne va pas nous aider à nous situer, incluant la boussole. Donc, comment utiliser alors la colère? Par où commencer et comment faire pour l'utiliser comme un guide? Je vais vous inviter, autant que le temps nous permet, peut-être quelques petites minutes, pas beaucoup, parce que je suis consciente que j'ai encore plein de choses à vous raconter, mais c'est juste pour couper un tout petit peu et vous aider à travailler un tout petit peu en même temps que je présente. Je vais vous demander de vous rappeler d'une occasion, d'un événement ou d'un incident où vous étiez vraiment en colère, vous étiez enragé. Si fermer les yeux va vous aider à mieux vous situer, vous pouvez le faire. Est-ce que vous vous rappelez du lieu? C'était où exactement? La date, au moins approximativement? Et est-ce que vous vous rappelez du déclencheur? Qu'est-ce qui vous a vraiment déclenché votre colère? Comment est-ce que vous avez exprimé cette colère-là? C'était quoi le comportement qui a accompagné cette colère-là? Et puis, je vous invite à réfléchir sur la valeur qui n'a pas été respectée. Donc, une injustice quelque part ou une valeur qui a été transgressée et qui m'a vraiment secouée. Et puis aujourd'hui, quand vous pensez à cette situation-là, est-ce que vous croyez que vous aurez dû peut-être mieux gérer votre humeur, votre comportement au moins? Alors, si vous avez déjà quelques réponses, c'est déjà très bien. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, ça serait un exercice que vous pouvez prendre avec vous et puis, c'est un exercice qui va vous aider justement à se rendre proche de votre colère, de l'écouter et de savoir qu'est-ce que cette colère vient vous dire au moment où vous la sentez. Donc, cet exercice, a comme objectif de reconnaître la colère, la nommer et maintenant je vais passer à une autre, définition ou bien je vais vous donner des outils, pour mieux connaître aussi, votre colère parce que la colère est quand même assez maligne. Heu, Elle a plusieurs visages. Elle se manifeste de manière différente. Elle peut porter même parfois des masques. Elle se camoufle. Euh, et puis, voici quelques visages de la colère. Je vais les partager avec vous en ce moment. Euh, un des visages de la colère se cache derrière la dépression. Euh, la dépression
je vais donner une définition, mais qui n'est pas du tout exhaustive. Et puis, le manque de temps m'empêche vraiment de rentrer dans les détails. Mais c'est juste cet amalgame d'émotions, de sensations où parfois on sent un manque de motivation, une fatigue vraiment chronique, cette tendance à nous isoler, donc on se sent plus à l'aise avec le monde, en public. Puis parfois il y a des problèmes de santé physique qui ne sont pas justifiés. Évidemment, c'est très simpliste ce que je donne comme définition de la dépression. C'est beaucoup plus que ça. Et il faut qu'elle soit prouvée et qu'elle ait un diagnostic clinique, euh, parce qu'on a souvent cette tendance rapide et facile à dire je suis déprimée, alors que parfois nous pouvons présenter quelques symptômes de dépression, mais pas nécessairement, on n'est pas nécessairement cliniquement euh, déprimé mais ces symptômes-là nous laissent avec ce sentiment ou cette sensation qu'on est déprimé. Alors, la colère réprimée, à titre d'exemple, si on a été victime d'intimidation à l'école, au travail, si on était victime d'abus, toutes sortes d'abus dans notre enfance. Alors, c'est une colère qu'on a réprimée, étant donné que l'émotion n'a pas été canalisée, n'a pas été partagée, qu'elle a été entourée de silence, mais cette émotion va sortir. Elle va nous dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous. Elle va sortir d'une manière ou d'une autre, et entre autres la colère. Et parfois, cette colère, si elle reste réprimée, elle va se cacher derrière la dépression, et puis elle va prendre la forme soit de dépression, soit d'une anxiété, une anxiété vraiment accrue. Donc, on peut éventuellement examiner cette dépression. Est-ce qu'elle révèle une colère réprimée? Un autre visage de la colère, c'est ce qu'on va appeler la colère latente, c'est-à-dire ce visage ou cette manifestation de la colère, elle s'inscrit dans l'hypersensibilité d'une personne. On ne voit pas qu'il y a une colère vraiment apparente. Dans l'apparence, c'est une personne qui pourrait être calme ou qui ne manifeste pas vraiment des symptômes de colère ou on ne la voit pas enragée nécessairement. Cependant, cette colère, c'est pour cela qu'on l'appelle la colère latente, elle se réveille à la suite de n'importe quel stimulus ou à la suite d'un déclencheur. Et c'est en ce moment qu'elle devient vraiment très difficile à gérer. Euh, et puis, parfois, les déclencheurs demeurent inconnus. La personne n'est pas capable de gérer la colère justement parce qu'elle ne connaît pas les déclencheurs. Et puis, la résiliation émotionnelle dans le cas de la colère latente ou de l'hypersensibilité d'une personne devient souvent à l'épreuve, car ces personnes, on dit cette personne est hypersensible, ce sont souvent des personnes qui prennent des choses trop à cœur, ou autrement dit, elles prennent des choses vraiment d'une manière très personnelle. Le troisième visage de la colère ou le masque, ce sont ce qu'on appelle les personnes de gardiens de secret, ou secret keepers en anglais. Ce sont des personnes qui prétendent être vraiment calmes et bien tout le temps. On pose la question à quelqu'un, comment ça va? Ça va très bien, toujours, tout le temps. Ah, ah. Et puis, est-ce possible ça va et très bien et super bien, excellent tout le temps, en tout moment? Donc, ces personnes-là qui sont les gardiens de secret accordent beaucoup d'importance à la façade, à leur image de soi, parce que si je manifeste une colère ou une émotion, c'est l'équivalent d'une faiblesse, d'une vulnérabilité, et ça touche à mon image idéale. Donc, je préfère plutôt
avaler, refouler cette colère, refouler cette émotion-là. Et puis, comment gérer cette émotion? Alors souvent, ces personnes-là vont s'excuser, même sans raison valable, parce qu'elles, parfois, elles vont croire que tout ce qui arrive, c'est de leur faute, ou bien elles vont chercher à excuser ou justifier une injustice ou une blessure qui leur a été infligée. Ils vont rationaliser d'une manière exagérée. C'est la vie, les gens ne font pas nécessairement attention à leur comportement, donc ils vont vraiment digérer, voire refouler cette colère-là, justement pour garder la façade. Et puis, elles vont trouver des excuses pour les comportements inappropriés pour les autres. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Elles entassent l'émotion et la colère. Un autre visage de la colère, c'est l'agitation. Des personnes que nous voyons toujours agitées, comme si ces personnes-là ne se permettent pas de se donner un moment de répit. Elles ne peuvent pas relaxer. Et puis, dans leur approche, souvent ces gens-là manquent de flexibilité. C'est ma façon ou il y a une façon, mais il n'y a pas d'autre façon. Et puis la seule manière, c'est la mienne. Donc, ces gens-là ont de la difficulté à écouter. Et puis, quand elles éprouvent de la difficulté à être écoutées elles-mêmes, elles se mettent en colère, elles se fâchent. Puis, elles sont tellement fermes, c'est tellement leur point de vue qui compte, qu'elles sont souvent, elles ont de la difficulté à s'ouvrir à la négociation. Encore un autre visage de la colère, c'est que je suis la victime de tout le monde. Je suis toujours en position de victimisation. Tout le monde m'en veut quelque chose, tout le monde cherche à me blesser, tout le monde cherche à me faire du mal. Et puis, je me tais, je réprime mes émotions, ma colère, parce que j'ai peur du rejet, j'ai peur des conflits, j'ai peur de la confrontation. Et puis, je finis par prendre sur moi toutes ces émotions-là. Et puis, la colère va venir les exprimer un jour. Alors, cette position ou cette attitude passive, elle révèle une colère sous-jacente, une colère qui n'est pas canalisée, une colère qui n'est pas exprimée. Je termine par ces deux visages aussi de... Oui, je vois que Dolly a la main levée, mais est-ce qu'on peut attendre? C'est quand vous voulez. Vous voulez poser la question maintenant? Allez-y, s'il vous plaît. Je Non, peux c'est pas une l'attendre. question, mais merci, mais c'est pas une question, mais je ne vois pas le slide qui bouge. J'ai toujours le même slide du début. Je ne Est-ce sais que pas c'est si notre c'est problème pareil chez pour tout le les monde? autres. No, I'm being able to see the slides just like you. Dolly, if you wish to leave the session and re-enter, you might have connection Ah, OK. problems. Okay, Oh, because it's moving OK, for the désolée, others. Dolly. OK. Ouais. Thank Désolée, you. oui, c'est inconvénient. Oui, essayez de vous D'accord, déconnecter, de revenir. c'est bon. Ouais, voilà. Bon, alors maintenant, c'est le visage de la dépendance ou addiction. Donc, parfois, la colère qui est refoulée, qui est ensevelie à l'intérieur de nous, va se manifester sous une forme de dépendance. Donc, les personnes vont aller chercher un mécanisme de défense, en fait, une manière de faire face à cette colère-là. Et en anglais, on va le dire le coping. Comment on va chercher une coping strategy pour qu'on puisse faire vraiment face à notre colère qu'on n'arrive pas à l'exprimer. Donc, l'addiction devient comme un remède à la colère, à cette émotion
qu'on n'est pas capable vraiment de canaliser. Mais ce qui arrive, c'est que ces gens-là, ces personnes-là vont tomber dans un cercle vicieux parce que l'addiction, on va l'utiliser comme un moyen pour gérer la colère. Cependant, c'est très connu dans le monde de la psychologie, là, en psychothérapie, en travail clinique, que le sevrage à n'importe quelle addiction, que ce soit la drogue, que ce soit la cigarette, les films pornographiques, etc., engendre une colère. Donc, le cercle vicieux dans lequel tombent ces gens-là, et puis ça devient vraiment, il y a l'addiction qui nourrit la colère qui nourrit l'addiction. Et puis, il y a avec ces gens-là une autre sorte, un autre visage d'addiction, c'est l'addiction à la performance. L'addiction est l'acharnement de se prouver. Donc, je suis jamais assez, I am not good enough. Donc, je continue à performer et à performer de manière à ce que je deviens dépendante de cette performance. Et justement, cette performance, elle cache une colère sous-jacente. Et finalement, comment ne pas parler de trauma? Toutes sortes de traumas, particulièrement les traumas d'enfance qui sont non guéris. Ça pourrait être un trauma physique, sexuel, ça pourrait être un abus psychologique aussi, une maltraitance, négligence, toutes sortes d'abus, de négligence, etc., qui sont vraiment non guéris, restés dans l'enfance, peuvent se manifester à l'âge adulte sous forme de colère. Alors, à partir de là, j'ai voulu vraiment partager avec vous ces visages de colère auxquels nous pouvons être attentifs et attentives et aller les examiner. Comment ça se fait est-ce que c'est un visage de colère? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et s'il y a vraiment une colère, comment est-ce que je peux la nommer et la reconnaître? Bon, maintenant, pour ce qui me reste du temps, il est le moment de parler de comment travailler sur l'autonomisation ou bien le empowerment à partir de la compréhension de nos émotions et de notre colère. Quand on arrive à comprendre ce qui se passe dans notre vie, quand on est capable de reconnaître nos déclencheurs, dans cet état de figure, dans cette situation, on devient peut-être capable de récupérer notre pouvoir, ou au moins une partie de nos pouvoirs, au lieu de laisser nos déclencheurs gérer nos émotions. Au moment où on devient vigilant, et on parle awareness, self-awareness, quand on devient vraiment présent à nos émotions, dans ce cas-là, on peut s'investir dans le changement parce qu'on est capable maintenant de savoir qu'est-ce qui nous déclenche. Alors, l'autonomisation ou le processus comme tel commence par la réalisation que nous sommes en colère. Donc, de nouveau, pas de déni. On n'est pas dans l'évitement. Je suis en colère. Je connais mes déclencheurs. Mais aussi, je vais aller plus loin pour trouver les racines de ma colère. Donc, la genèse, les facteurs qui nourrissent ma colère. Alors, c'est qu'est-ce qui est à la racine de ma colère? Un silence gardé pour longtemps, une blessure non guérie, une valeur qui est transgressée. Qu'est-ce qui est à la base de cette colère, au-delà du déclencheur? Et puis, le processus aussi d'autonomisation est un processus d'acceptation de la réalité. À quel point je peux pratiquer le lâcher prise, le letting go. Parce que quand je n'arrive pas à accepter la réalité, le refus de la réalité devient l'encre dont j'ai parlé, de la colère. La colère est souvent retenue parce qu'on refuse une réalité.
et puis, ou bien on est dans le déni de cette réalité. Je la vois, mais je fais l'autruche, je me cache la figure. Je me cache, je ne veux pas reconnaître la réalité. Comme par exemple, je rejette mon enfance, je refoule un trauma, je souhaite avoir plus de contrôle sur des choses, mais dans la réalité, je ne peux pas avoir plus de contrôle. Donc, et puis parfois, cette conviction qui est, on touche ici à une distorsion cognitive, qui est la conviction que j'ai toutes les réponses. J'ai les réponses à tout. Je suis Google. Et je suis responsable de tout. Tout est de ma faute. Je peux tout gérer ou j'ai le pouvoir de tout changer. Alors, comment est-ce que cette colère ne va pas être nourrie au quotidien? Parce que je refuse une réalité qui est mes limites. J'ai mes limites comme être humain. Et je ne suis pas dotée de ce pouvoir absolu, surtout dans la vie. Alors, le deuxième exercice, et je suis sûre et certaine, on n'a pas le temps de le faire ici et maintenant, mais j'aimerais que vous le portiez avec vous à la maison. Je vais vous inviter à rédiger votre journal quotidien pour trouver un fil conducteur de vos déclencheurs. Quels sont mes principaux déclencheurs? Qu'est-ce qui me met particulièrement en colère? Le schème de mes réactions, c'est-à-dire mes réactions émotionnelles. Examinez vos distorsions cognitives ou bien des pensées négatives par rapport à vous-même. Je suis impuissante, je suis incapable, je suis nulle, j'aurais dû faire mieux, j'aurais dû faire ça, alors que vous savez dans le fond de vous-même, vous n'avez pas vraiment de contrôle, au moins un contrôle à 100% sur cette situation-là. Et puis, je vais vous inviter aussi à trouver des alternatives à vos suppositions, à vos interprétations de la situation. Ce journal serait une manière vraiment très saine de faire face à vos émotions, de les nommer, de leur parler, et puis de trouver votre schème, c'est-à-dire, ah, maintenant je sais qu'à chaque fois qu'il y a une situation pareille où une personne me parle sur ce ton-là, ou il y a une nouvelle, etc., ça me déclenche, je vais être en colère. J'ai maintenant un pouvoir au moins sur mon déclencheur. Et puis, nous allons voir dans quelques minutes qu'est-ce qu'on fait de nos réponses émotionnelles. Alors, jusque-là, je vous ai beaucoup parlé de comprendre. Suffit-il de comprendre pour se réconcilier avec sa colère? En fait, le changement va au-delà des cognitions. Pour parler de changement, peut-être ça pourrait commencer par les cognitions, mais ça devrait atteindre un niveau beaucoup plus profond. Ça devrait atteindre l'âme. Donc, pour changer, pour se réconcilier avec nous-mêmes, avec nos émotions, avec notre colère, il y a une décision à prendre. Parce que changer, c'est un acte de volonté. Je souhaite, je voudrais. Mais il s'agit d'un état mental, évidemment, mais aussi d'une ouverture et une volonté à vouloir changer. Donc, un état intérieur, non seulement un état mental ou intellectuel, un état intérieur où je décide que je voudrais changer parce que la colère va consommer ma volonté, elle va la bloquer si je laisse la colère gérer mon état mental et mon état émotionnel. Mes blessures, évidemment, la laissent inenvisageable. Donc, au moment où je suis blessée, au moment où je suis dans ma peine, dans ma douleur, je suis vraiment prise dans l'émotion. Il est impossible de parler de changement parce que je suis vraiment trop dans mes émotions.
Et puis la douleur, la souffrance risque de garder cette encre figée sur place. C'est pour cela le changement est un changement qui va engendrer un travail spirituel profond. Aujourd'hui, je prends la décision de choisir la paix intérieure, la quiétude. C'est une décision. Et puis, je vais de nouveau prendre cette colère-là comme un allié pour me rendre proche de mon moi qui est blessé, un moi qui est vulnérable. Et au lieu de faire la guerre contre ce moi vulnérable, ce moi blessé, ce moi fragile, de vraiment déclarer la guerre contre ce moi, je décide de le traiter avec compassion, je décide de le traiter avec empathie, et puis j'accepte que ce moi est blessé, il n'est pas parfait, mais je vais l'aider vraiment à guérir. Et la décision est la mienne. Ce moi qui est blessé, qui est vulnérable, il a ses peurs, il a ses limites, bien sûr. Dire autrement ou dire le contraire, c'est refuser notre humanité. Nous sommes des humains. À quoi bon de prétendre ne pas l'être? Et puis, tant qu'on est des humains, on a des blessures, nous avons des limites, nous avons des défis. Et nous sommes dignes de respect en dépit de toute cette vulnérabilité-là. Alors ce moi décide de s'investir dans son propre cheminement de guérison une fois que ce moi accepte sa vulnérabilité. Et en même temps, nous allons reconnaître que même si ce moi est blessé, même s'il est vulnérable, il est résilient, il est capable de changer de sens dans le signification et direction. Et il va s'investir, au lieu de s'investir dans la colère, dans une énergie qui ne l'aide pas à grandir, il va s'investir et contribuer à son propre changement. Et il va aussi compter sur une transcendance qui va l'accompagner dans ce processus. C'est pour cela qu'on a parlé de le chemin de guérison comme étant un chemin spirituel. C'est pour cela d'ailleurs, quand on se pardonne ou on pardonne aux autres à travers cette vulnérabilité, à travers cette colère-là, le mot pardon vient nous dire que dans ce mot-là, il y a le préfixe par, il y a le mot don, c'est-à-dire par, et donc il y a quelque chose qui nous est donné, offert. Donc le processus nous invite à d'accepter ce pardon-là, ce don, afin de pouvoir pardonner à nous-mêmes et pardonner à la vie, pour se réconcilier finalement avec cette colère qui est un refus parfois de la réalité et un refus de ce que la vie nous offre. Pour résumer, j'arrive à la fin. Les bienfaits de la colère et comment on peut vraiment la transformer en une énergie positive, c'est qu'elle favorise notre survie. Elle nous dit que vous êtes survivant, vous vivez. Elle nous aide à mettre des limites, à nommer nos frontières. Elle favorise la connaissance de soi. Même le soi fragile, le soi blessé, mais c'est mon soi. Nous protéger, protéger nos valeurs, parce qu'on sait que nos valeurs sont transgressées. Elle va nous aider à aller à la recherche de solutions pour des problèmes. Elle va nous sensibiliser à l'injustice autour de nous. Et finalement, elle va nous rendre beaucoup plus humains. Il y a encore juste une seule diapo que je vais partager avec vous, mais j'ai voulu garder jusqu'à la fin. Alors, du moment, nous avons parlé de cette colère qui favorise la survie, qui nous rappelle nos limites, qui nous ramène aussi vers l'acceptation. Alors,
lâcher prise, mais surtout l'acceptation. Comment parler d'acceptation? Est-ce que c'est rendre nos armes? C'est baisser nos bras? Est-ce que c'est démissionner de la vie? Non. Quand on parle de lâcher prise, c'est justement partager avec vous cette prière qui nous explique c'est quoi exactement lâcher prise et quand. Alors, mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Donc, c'est déjà une reconnaissance qu'il y a des choses, des situations que je ne peux pas changer. Le courage de changer ce que je peux changer, c'est-à-dire je ne démissionne pas. Je ne suis pas passive dans la vie, je suis là pour travailler tant que je peux. Et puis, lâcher prise serait la sagesse de savoir, de reconnaître la différence, c'est-à-dire quand je peux apporter un changement et quand je ne peux pas. Et je crois que cette sagesse qui va nous accompagner, c'est elle qui va nous aider à mieux gérer notre colère, à mieux l'écouter et à la transformer en une colère saine et sainte. Voilà. Donc, pour moi, j'ai terminé ma présentation. S'il y a quelque chose qui arrive en ce moment, une question, etc. Donc, voilà. Bienvenue à vos questions. Alors, session. Bon, lâcher prise serait-il la solution pour apaiser notre colère après avoir pardonné à nous-mêmes et aux autres? Oui, et j'aimerais dire qu'il faut toujours faire attention. C'est facile à confondre entre lâcher prise et une colère que nous allons réprimer. Lâcher prise, c'est que le jour où j'arrive à toucher une blessure, mais elle ne me fait plus mal. Je la reconnais, je ne la renie pas, parce que renier, c'est tomber dans l'évitement. Le jour où j'arrive à regarder, à toucher une blessure, à parler d'une situation, sans que cette situation me fasse vraiment mal, mais je la reconnais comme étant une situation difficile et frustrante, ce jour-là, je peux dire que je me suis réconciliée avec moi-même et avec ma colère. J'ai dû savoir comment canaliser ma colère. Alors, autre chose, si le temps le permet, évidemment, il y a beaucoup d'outils pour apaiser la colère, rien que des petites choses. Quand je me sens en colère, rien que respirer, profiter de l'air, de l'oxygène. La pandémie nous a vraiment prouvé la valeur de cet oxygène que nous respirons gratuitement. Respirez gratuitement cet oxygène-là. Faites des exercices de respiration. Avant d'atteindre le moment où vous trouvez « Ah, il n'y a plus de recul, j'arrive à un point culminant de ma colère, je n'arrive plus à la vraiment gérer ». Pourquoi ne pas arrêter, aller prendre une petite marche, boire un petit verre d'eau, me laver le visage, changer quelque chose au niveau des sensations, changer quelque chose au niveau physique, et puis prendre le temps de réfléchir sur ma colère, cognition, de nommer, émotion. Donc, vraiment faire travailler toutes mes capacités, que ce soit sensorielles, auditives. Donc, tout ça, ça va m'aider. Que de petites choses. On ne va pas aller demander l'impossible. On va juste puiser de ce qu'on a entre les mains à tous les jours et surtout, faire preuve d'émotion, d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire rester proche de cette émotion-là pour la garder comme un allié au lieu de la traiter comme un ennemi. Alors, merci pour vos commentaires aussi, que des commentaires positifs. Et quand il y a une personne avec des traumas depuis, il y a des solutions pour ces choses juste dans nos pays, il y a des difficultés dans nos vies, évidemment. Évidemment, Alex, je partage tout ça.
les traumas d'enfance, et puis tous les déclencheurs aujourd'hui qui font ressortir des traumas d'enfance qui ne sont pas guéris. Et justement, tout le tabou autour de ces traumas-là, c'est sûr que il y a une guérison possible. Il y a plein d'approches psychologiques, il y a plein d'outils que nous pouvons utiliser pour vraiment essayer de guérir de ce genre de trauma, quel que soit le type de trauma. Mais si la vie au quotidien ne vous offre pas cette chance-là, c'est ça le problème, c'est ça ce qui est désolant. Alors que c'est le droit de tout le monde de guérir, quel que soit ce trauma-là. Comment devrais-je agir si je laisse partir quelque chose, mais cela me fait toujours souffrir? Cela veut dire que vous n'avez pas laissé aller. Cela veut dire que vous devez traiter, faire face à ce problème-là. Parler de ce sujet-là. Évidemment, quand vous dites le laisser partir, mais ça me fait toujours souffrir, c'est un indice que ce n'est pas guéri. Et c'est un indice que peut-être, je ne cherche pas à juger, que peut-être vous vous obligez à laisser partir. Alors que lâcher prise, c'est quelque chose de plus authentique. On le sent, on le sent. Mais tant qu'il y a une souffrance, c'est que non, ce n'est pas guéri. Il me faut du temps. On s'impose pas un pardon. On s'impose pas. On a dit que c'est un don. On le reçoit. On reste ouvert. Une attitude où on le reçoit. Cependant, on ne peut pas nous l'imposer. Est-ce que cela signifie que je ne l'ai pas vraiment laissé partir? Voilà, j'ai peut-être répondu à votre question. Peut-être que, soit que vous êtes dans le déni, peut-être que vous êtes dans des situations où vous évitez des conflits, peut-être ça pourrait coûter une relation avec mes parents, mes amis, mon travail. C'est à vous vraiment d'examiner qu'est-ce qui vraiment vous pousse à garder le silence ou à refouler, et tout en croyant que vous avez dépassé. Pas de jugement non plus. Il me semble que ce n'est pas guéri. Voilà. Bon, plaisir de vous parler et voilà, de vous laisser. Je laisse une partie de mon cœur avec vous. Un grand bonjour, un grand salut au Liban. Et puis beaucoup de courage, beaucoup de courage. Je vous souhaite de tout mon cœur beaucoup de courage et de résilience. Dr. Marie-Rose, thank you again so much for your lovely presentation. I am sure that we all learned something new today. And thank you again. It's lovely seeing you again, and it's always a pleasure. We are looking forward to welcoming you soon in Lebanon, hopefully, so we can. I hope so. Looking forward and promise. If I visit, I will definitely call you and come to visit the university, the campus. I'll be more than happy to come and visit. We would be more than happy to welcome you here. I will share with everyone a feedback link in the chat. So please, for all the attendees, if you can take a minute to leave your feedback, and I will definitely share with you the answers once we receive them, Dr. Marie-Rose. Thank you again, and we will hopefully have future collaborations.